12h et aujourd'hui c'est la suite de la lecture chuchotée. On continue toujours les odeurs, le vent. On est actuellement au chapitre 10. Comme d'habitude, si tu suis l'histoire et que tu n'as pas vu les parties précédentes, eh bien il faut que tu regardes les parties précédentes. Si tu t'ennuies et que tu t'endors en 2 secondes, que tu veux juste mon chuchotement, bien t'es au bon endroit. Mets tes écouteurs, like la vidéo, abonne-toi et c'est parti. C'est toujours un peu farfelu comme le livre, mais du coup j'aime bien, ça change. Et let's go, on est actuellement qu'à 26%, c'est plutôt long. C'est vrai que les chapitres seront plutôt longs, mais tant mieux, écoute, au moins ça te fait plein de vidéos. Let's go. Charmante introduction à la vie d'ermite. 4 semaines de torture, d'agitation, de maladie. Oh, ce vent glacial, ce ciel sinistre du nord, ces routes impraticables, ces médecins de campagne qui ne viennent jamais. Et cette absence de douce physionomie humaine. Et, pis que tout cela, le terrible arrêt de Kenneth qui m'a donné à entendre que je ne devais pas compter de sortir avant le printemps. Monsieur Heathcliff vient de m'honorer de sa visite. Il y a environ une semaine, il m'a envoyé une couple de coqs de bruyère, les derniers de la saison, le coquin. Il n'est pas entièrement innocent de ma maladie, j'avais bien envie de le lui dire. Mais hélas, comment aurais-je pu offenser un homme qui a été assez charitable pour passer une bonne heure à mon chevet et pour me parler d'autre chose que de pilules, de potions, de vésicatoires et de sangsues. Je jouis en ce moment d'un agréable répit. Je suis trop faible pour lire, pourtant il me semble que j'aurais plaisir à écouter quelque chose d'intéressant. Pourquoi ne pas demander à Mrs. Dean de finir son récit? Je me souviens des principaux incidents jusqu'au point où l'en était arrivée. Oui, je me souviens que son héros s'était sauvé, qu'on n'avait plus entendu parler de lui depuis 3 ans et que l'héroïne s'était mariée. Je vais sonner, elle sera enchantée de me trouver en état de causer gaiement. Mrs. Dean est entrée. Il y a encore 20 minutes, monsieur, avant l'heure de votre médecine a-t-elle commencé? Oh diable, la médecine, je voudrais avoir, ai-je répliqué. Le docteur a dit que vous deviez cesser de prendre les poudres. Avec grand plaisir, mais ne m'interrompez pas. Venez vous asseoir là, laissez en repos ce bataillon de drogue amère. Tirez votre tricot de votre poche. Bien, et maintenant continuez-moi l'histoire de Monsieur Heathcliff, du point où vous l'aviez laissé jusqu'à aujourd'hui. A-t-il terminé son éducation sur le continent et en est-il revenu gentleman accompli, ou a-t-il obtenu une place d'étudiant servant dans un collège? Ou s'est-il enfui en Amérique et couvert de gloire en versant le sang des enfants de son pays natal? Ou a-t-il fait fortune d'une manière plus expéditive sur les grands chemins d'Angleterre? Il est possible qu'il ait fait un peu de chacun de ces métiers, monsieur Lockwood, mais je ne puis rien vous garantir. Je vous ai déjà dit que j'ignorais comment il avait amassé son argent. Je ne connais pas davantage les moyens qu'il a employés pour tirer son esprit de la sauvage ignorance où il était plongé. Mais avec votre permission, je vais continuer à ma façon, si vous pensez que cela doit vous distraire sans vous fatiguer. Vous vous sentez mieux ce matin? Beaucoup mieux. Voilà une bonne nouvelle. Je suivis Miss Catherine Truscross-Grange et j'eus l'agréable surprise de constater que mes conjectures étaient erronées et qu'elle s'y conduisait infiniment mieux que je n'aurais osé l'espérer. Elle semblait presque trop éprise de M. Linton. Elle témoignait même une grande affection pour Isabelle. Le frère et la sœur, du reste, étaient très attentifs à son bien-être. Ce n'était pas l'épine qui se penchait vers les chèvrefeuilles, mais les chèvrefeuilles qui embrassaient l'épine. Aucune concession mutuelle, l'une ne fléchissait jamais et les autres c'étaient toujours. Comment pourrait-on être hargneux et avoir mauvais caractère lorsque l'on ne rencontre ni opposition ni indifférence? J'observai que M. Edgar avait la crainte bien enracinée d'exciter l'humeur de sa femme. Il lui cachait cette crainte, mais si jamais il m'entendait lui répondre sèchement, ou s'il voyait tout autre domestique faire la grimace à quelque ordre trop impératif de sa part, il manifestait son déplaisir par un froncement de sourcils qu'on ne remarquait jamais quand il était seul en cause. Plus d'une fois il me parla sévèrement au sujet de mon impertinence. Il m'affirma qu'un coup de couteau ne lui infligerait pas une douleur pire que celle qu'il ressentait quand il voyait sa femme contrariée. Pour ne pas faire de peine à ainsi bon maître, j'appris à
ce n'est pas du tout sa voix. Il y a 1 heure que j'attends ici, reprit l'inconnu tandis que je continuais de le dévisager, et pendant ce temps, tout autour de moi est resté calme comme la mort. Je n'ai pas osé rentrer. Vous ne me reconnaissez pas. Regardez-moi, je ne suis pas un étranger. Un rayon de lune tomba sur son visage. Les joues étaient blêmes, à moitié cachées sous des moustaches noires, les sourcils tombants, les yeux profondément foncés et très caractéristiques. Je me rappelais ses yeux. Quoi, m'écriai-je, me demandant si je devais le regarder comme un visiteur de ce monde, et stupéfaite, je levai les bras au ciel. Quoi, vous êtes revenu? Est-ce vraiment vous? Est-ce vous? Oui, moi, Heathcliff, répondit-il en tournant le regard vers les fenêtres, qui reflétaient une vingtaine de lunes éclatantes, mais sans révéler aucune lumière à l'intérieur. Sont-ils à la maison? Où est-elle? Nelly, vous n'êtes pas contente? Il n'y a pas de quoi être si troublée. Est-elle ici? Parlez. J'ai besoin de lui dire un mot. À elle, à votre maîtresse. Allez lui dire que quelqu'un de Gimmerton désire la voir. Comment va-t-elle prendre la chose? Que va-t-elle faire? La surprise qui m'égare va la rendre folle. Ainsi vous êtes bien Heathcliff. Mais si changé? Non, ça n'y a rien comprendre. Avez-vous servi dans l'armée? Allez faire ma commission, interrompit-il avec impatience. Je serai en enfer tant que vous ne l'aurez pas faite. Il souleva le loquet et j'entrai. Mais quand j'arrivai devant le petit salon où se tenaient Monsieur et Mrs. Linton, je ne pus me résoudre à aller plus loin. Enfin, je me testais à prendre un prétexte en leur demandant s'ils ne voulaient pas que j'allumasse les bougies, et j'ouvris la porte. Ils étaient assis près de la fenêtre dont les volets étaient rejetés contre le mur et par laquelle on apercevait au-delà des arbres du jardin et du parc sauvage et verdoyant la vallée de Gimmerton avec une longue tramée de brouillard qui montait en tournoyant presque jusqu'à son sommet. Car immédiatement après avoir passé la chapelle, comme vous avez pu le remarquer, le canal qui sert d'écoulement au marais se réunit à un ruisseau qui suit la courbe du vallon. Les hauts de hurlevent s'élevaient au-dessus de cette vapeur argentée, mais notre vieille maison était invisible. C'est au-dessus de l'autre versant qu'elle s'accroche. La pièce et ses occupants, comme la scène qui les contemplait, respiraient la paix la plus complète. J'éprouvais une vive répugnance à m'acquitter de ma mission, et j'étais sur le point de sortir sans l'avoir remplie. Après avoir fait ma question au sujet des bougies, quand le sentiment de ma folie me poussa à revenir sur mes pas et à murmurer. Quelqu'un de Gimmerton désire vous voir, madame. Que fait-il? Demanda Mrs. Linton. Je ne l'ai pas questionné. Bien, fermez les rideaux, Nelly, et apportez le thé. Je reviens dans un instant. Elle quitta le salon. Monsieur Edgar demanda d'un ton insouciant qui c'était. Quelqu'un que madame n'attend pas, répondis-je. Si c'était Heathcliff. Vous le rappelez, monsieur, qui habitait chez monsieur Ancho. Quoi? Le bohémien? Le garçon de charrue? S'écria-t-il. Pourquoi ne l'avez-vous pas dit à Catherine? Chut, il ne faut pas lui donner ces noms-là, maître. Elle serait très peinée si elle vous entendait. Son cœur s'est presque brisé quand il s'est enfui. Je suis sûre que son retour sera une fête pour elle. Monsieur Linton se dirigea vers une fenêtre donnant sur la cour à l'autre bout de la pièce. Il l'ouvrit et se pencha dehors. Je suppose qu'ils étaient en dessous car il s'écria vivement. Ne restez pas là, mon amour. Faites entrer le visiteur si c'est un intime. Bientôt j'entendis le bruit du loquet et Catherine, montant en courant, arriva essoufflée, effarée, trop excitée pour laisser paraître sa joie. À sa figure, on aurait même plutôt supposé qu'une terrible calamité venait de se produire. Oh, Edgar, Edgar, s'écria-t-elle haletante, en se jetant à son cou. Oh, Edgar, mon chéri, Heathcliff est revenu. Il est là. Et elle le serrait dans ses bras, elle étouffait. Bonbon, dit son mari avec humeur, ce n'est pas une raison pour m'étrangler. Il ne m'a jamais fait l'impression d'un trésor si merveilleux. Il n'y a pas lieu de vous affoler. Je sais que vous ne l'aimiez pas, répondit-elle en modérant un peu son ravissement. Pourtant, par égard pour moi, vous devez être amis maintenant. Faut-il lui dire de monter? Ici, dans le petit salon. Et où donc? Il avait l'air contrarié et laissa entendre que la cuisine était un endroit qui conviendrait mieux aux visiteurs. Mrs. Linton le regarda d'une drôle de manière, moitié fâchée, moitié riant de sa susceptibilité. Non, ajouta-t-elle au bout d'un instant,
grande stature, bien bâti, taillé en athlète, auprès duquel mon maître paraissait grêle et avait l'air d'un adolescence. Sa façon de se tenir droit suggérait l'idée qu'il avait été dans l'armée. L'expression et la décision de ses traits lui composaient un visage plus vieux que celui de M. Linton et qui respirait l'intelligence sans conserver trace de sa dégradation passée. Pourtant, sous ses sourcils abaissés et dans ses yeux pleins d'un feu sombre se dissimulait une férocité à demi sauvage, mais maîtrisée. Ses manières étaient même dignes, tout à fait dépourvues de rudesse, bien que trop sévères pour être gracieuses. La surprise de mon maître égala ou dépassa la mienne. Il resta une minute à se demander comment il s'adresserait au garçon de charrue, comme il l'appelait. Heathcliff lâcha sa main délicate et le regarda froidement jusqu'à ce qu'il se décida à parler. « Asseyez-vous, monsieur, dit-il enfin. Mrs. Linton, en souvenir du temps jadis, a désiré que je vous fisse un accueil cordial. Et naturellement, je suis heureux de tout ce qui peut lui être agréable. » « Et moi aussi, répondit Heathcliff, particulièrement si c'est quelque chose où j'ai une part. Je resterai volontiers une heure ou deux. » Il s'assit en face de Catherine qui tenait les yeux fixes sur lui. Elle semblait craindre qu'il ne disparût si elle les détournait un instant. Lui ne leva pas souvent les yeux sur elle. Un rapide regard de temps à autre suffisait, mais ce regard reflétait chaque fois avec plus d'assurance le délice dissimulé qu'il buvait dans le sien. Ils étaient trop absorbés dans leur joie mutuelle pour se sentir embarrassés. Il n'en était pas de même de M. Edgar. Il pâlissait de contrariété. Ce sentiment atteignit le comble quand sa femme se leva et s'approcha de Heathcliff, lui saisit de nouveau les mains en riant d'un air égaré. « Demain, je m'imaginerai avoir rêvé, s'écria-t-elle. Je ne pourrais pas croire que je vous ai vu, que je vous ai touché, que je vous ai parlé, encore une fois. Et pourtant, cruel Heathcliff, vous ne méritez pas cet accueil. Rester 3 ans absent sans donner signe de vie et sans jamais penser à moi. » « Un peu plus que vous n'avez pensé à moi, murmura-t-il. J'ai appris votre mariage, Cathy, il n'y a pas longtemps. Pendant que j'attendais en bas dans la cour, je méditais ce projet, entrevoir simplement votre visage, recevoir en retour un regard de surprise peut-être, et de plaisir affecté, puis régler mon compte avec Hindley, et enfin prévenir la loi en me faisant justice moi-même. Votre accueil m'a fait sortir ces idées de l'esprit, mais prenez garde de ne pas me recevoir d'un autre air la prochaine fois. Non, vous ne me chasserez plus. Vous étiez réellement inquiet de moi, n'est-ce pas? Eh bien, il y avait de quoi. J'ai mené un dur combat dans la vie. Puis, le jour que j'ai cessé d'entendre votre voix, il faut me pardonner car c'est uniquement pour vous que je luttais. Catherine, si vous ne voulez pas que notre thé soit froid, venez à table, je vous prie, interrompit Linton en s'efforçant de conserver son ton habituel et un degré convenable de politesse. Monsieur Heathcliff a une longue course devant lui, quel que soit l'endroit où il loge cette nuit. Quant à moi, j'ai soif. Elle prit place devant la théière. Miss Isabelle arriva appelée par la cloche, alors après avoir avancé les chaises, je sortis. Le repas dura à peine 10 minutes. La tasse de Catherine resta vide. Elle était incapable de manger ou de boire. Edgar avait renversé son thé dans sa soucoupe et avala à peine une bouchée. Leur hôte ne prolongea pas son séjour ce soir-là plus d'1 heure. Je lui demandai quand il partit s'il allait à Kimberton. « Non, à Hurlevent, répondit-il. Monsieur Earnshaw m'a invité lorsque je lui ai fait visite ce matin. » Monsieur Earnshaw l'avait invité, lui, et il avait fait visite, lui, à Monsieur Earnshaw. Je méditais cette phrase avec inquiétude après son départ. Comment serait-il à être un peu hypocrite et revient-il dans le pays pour y tramer le mal sous un masque? Me demandai-je. J'avais au fond du cœur le pressentiment qu'il aurait mieux valu qu'il n'eût pas réapparu. Vers le milieu de la nuit, mon premier sommeil fut interrompu par Mrs. Linton qui se glissait dans ma chambre, s'asseyait à mon chevet et me tirait par les cheveux pour me réveiller. Je ne puis pas dormir, Hélène, commença-t-elle aux manières
raisons qu'il pourrait avoir de se méfier d'un homme qu'il a indignement outragé. Mais Heathcliff affirme que son principal motif pour renouer connaissance avec son ancien persécuteur est son désir de s'installer dans le voisinage de la grange, ainsi que son attachement à la demeure où nous avons vécu ensemble, et aussi l'espoir que j'aurais plus d'occasion de le voir là que je n'en aurais eu s'il s'était fixé à Gimmerton. Il a l'intention de se montrer large pour obtenir l'autorisation de loger à Hurlevent, et sans doute la cupidité de mon frère le déterminera à accepter ces conditions. Il a toujours été avide, mais ce qu'il attrape d'une main, il le gaspille de l'autre. C'est un joli endroit comme installation pour un jeune homme, remarquai-je. Ne craignez-vous pas les conséquences possibles, Mrs. Linton? Pas pour mon ami. Sa forte tête le préservera du danger. Pour Hindley, un peu, mais moralement il ne peut tomber plus bas qu'il n'est, et je suis là pour le protéger du mal physique. L'événement de cette soirée m'a réconcilié avec Dieu et l'humanité. J'en étais arrivé à la colère et à la rébellion contre la Providence. Oh, j'ai entouré une souffrance très très amère, Nelly. Si cet homme s'en doutait, il aurait honte de gâter par son irritation absurde le soulagement que j'éprouve. C'est par bonté pour lui que j'ai été amenée à supporter seule ma douleur. Si j'avais laissé paraître l'angoisse que je ressentais souvent, il aurait bien vite désiré aussi ardemment que moi de l'avoir allégée. Quoi qu'il en soit, c'est fini et je ne veux pas me venger de sa folie. Désormais, je puis braver toutes les épreuves. Si l'être le plus vil me frappait sur une joue, non seulement je tendrai l'autre, mais je demanderai pardon de l'avoir provoqué. Et pour preuve, je vais faire tout de suite ma paix avec Edgar. Bonsoir, je suis aux anges. C'est dans cette plaisante conviction qu'elle me quitta et le succès de la mise en pratique de sa résolution fut évident dès le lendemain. Non seulement M. Linton avait renoncé à sa maussaderie, bien que son moral parût toujours subjugué par l'exubérante vivacité de Catherine, mais il ne hasarda même aucune objection à ce qu'elle emmena Isabelle à Hurlevent avec elle l'après-midi. Elle l'en récompensa par un été de douceur et d'affection qui fit de la maison un paradis pour plusieurs jours, maître et serviteur, profitant ensemble de ce perpétuel éclat de soleil. Heathcliff, Monsieur Heathcliff, devrais-je dire à l'avenir, n'usa qu'avec circonspection au début de la liberté de venir à Grange. Il semblait étudier jusqu'à quel point le maître supportait son intrusion. Catherine, elle aussi, estima à propos de modérer en le recevant l'expression de son plaisir. Peu à peu, il établit son droit à être attendu. Il conversait beaucoup de la réserve qui le caractérisait dans son adolescence, et cela lui permettait de réprimer toute démonstration trop vive de sentiment. L'inquiétude de mon maître se calma, et d'autres événements vinrent la détourner pour quelque temps dans une autre direction. Des soucis nouveaux et imprévus fondirent sur lui. Isabelle Linton laissa malheureusement paraître un penchant soudain et irrésistible pour l'autre qu'il tolérait. C'était à cette époque une charmante jeune fille de 18 ans, enfantine dans ses manières, bien qu'ayant un esprit fin, des sentiments ardents et un caractère vif, dès qu'on l'irritait. Son frère, qui l'aimait tendrement, fut consterné de cette fantasque inclination. Sans parler de ce qu'aurait eu de dégradant une alliance avec un homme sans nom, ni de la possibilité que sa fortune, à défaut d'irriter mal, passât aux mains d'un tel individu. Il était assez sensé pour comprendre le tempérament de Heathcliff et savoir que, si son extérieur s'était modifié, sa nature ne pouvait pas changer et n'avait pas changé. Il redoutait cette nature, elle le révoltait, il reculait comme sous l'empire d'un pressentiment. Devant l'idée de confier Isabelle à sa garde, sa répulsion eût été bien plus vive encore s'il avait su que l'attachement de sa sœur était né sans avoir été sollicité et n'effayé chez celui qui en était l'objet aucune réciprocité de sentiments, car à l'instant qu'Edgar en avait découvert l'existence, il l'avait incriminé comme un dessein prémédité de Heathcliff. Nous avions tous remarqué depuis quelque temps que Miss Linton se tourmentait et soupirait après quelque chose. Elle devenait maussade et fatigante. Elle brusquait et taquinait continuellement Catherine, au risque qui était imminent de laisser la patience limitée de celle-ci. Nous l'excusions jusqu'à un certain point à cause de sa mauvaise santé. Elle languissait et dépérissait à vue d'œil. Un jour cependant, elle s'était montrée particulièrement désagréable. Elle avait refusé son déjeuner et s'était plainte que les domestiques ne lui obéissent point, que Catherine ne lui permit d'être rien dans la maison, qu'Edgar la négligea, qu'elle lui
empressa d'envoyer chercher le docteur. Au nom de Kenneth, Miss Linton s'écria aussitôt que sa santé était excellente et que c'était seulement la dureté de Catherine qui la rendait malheureuse. Comment pouvez-vous dire que je suis dure, méchante enfant gâtée s'écria ma maîtresse, stupéfaite de cette assertion déraisonnable. Vous perdez sûrement la tête. Quand ai-je été dure, dites-moi. Hier, gémit Isabelle. Et maintenant? Hier, à quel propos? Pendant notre promenade dans la lande, vous m'avez dit d'aller où je voudrais, pendant que vous flâniez avec M. Heathcliff. Et c'est ce que vous appelez de la dureté, dit Catherine en riant. Il n'y avait pas là la moindre insinuation que votre compagnie nous gênât. Nous était bien indifférent que vous fussiez ou non avec nous. Je pensais simplement que la conversation de Heathcliff n'avait rien d'amusant pour vous. Oh non, reprit la jeune fille en pleurant, vous vouliez m'éloigner parce que vous saviez que j'avais plaisir à rester. Est-elle dans un bon sens demanda Miss Linton en s'adressant à moi. Je vais vous rapporter notre conversation mot pour mot, Isabelle, et vous m'indiquerez tous les points qui auraient pu vous charmer. Peu m'importe la conversation, je voulais être avec. Eh bien, dit Catherine en la voyant hésiter à achever sa phrase. Avec lui. Et je ne veux pas être toujours renvoyée, continua-t-elle en s'animant. Vous êtes comme un chien devant un mangeoire, Cathy, et vous voulez être seule à être aimée. Impertinent petit singe, s'écria Mrs. Linton surprise. Mais je ne puis croire cette bêtise. Il est impossible que vous aspiriez à l'admiration de Heathcliff, que vous le regardiez comme un être agréable. J'espère que je vous ai mal comprise, Isabelle. Non, pas du tout, répondit Isabelle, donnant libre cours à sa passion. Je l'aime plus que vous n'avez jamais aimé Edgar, et il pourrait m'aimer si vous ne vous y opposiez pas. En ce cas, je ne voudrais pas être à votre place pour un empire, déclara Catherine avec emphase, et elle semblait parler sincèrement. Nelly, aidez-moi à la convaincre de sa folie. Montrez-lui ce qu'est Heathcliff. Un être resté sauvage, sans raffinement, sans culture, un désert aride d'ajoncs et de basalte. J'aimerais autant mettre le petit canari que voilà dans ce parc un jour d'hiver que de vous conseiller de lui confier votre cœur. C'est une déplorable ignorance de son caractère, mon enfant, et rien d'autre qui vous a fait entrer ce rêve dans la tête. Je vous en prie, ne vous imaginez pas qu'il cache des trésors de bienveillance et d'affection sous un extérieur sombre. Ce n'est pas un diamant brut, une huître contenant une perle, c'est un homme féroce, impitoyable, un loup. Je ne lui dis jamais « laissez en paix tel ou tel de vos ennemis » parce qu'il serait peu généreux ou cruel de lui faire du mal. Je lui dis « laissez-les en paix parce qu'il me déplairait extrêmement de leur voir faire tort. » Vous écraserez comme un œuf de moineau, Isabelle, s'il trouvait en vous un fardeau important. Je sais qu'il ne peut pas aimer une Linton, et pourtant il serait très capable d'épouser votre fortune et vos espérances. L'avance devient son péché dominant. Voilà le portrait que je fais de lui, et je suis son amie. Au point que, s'il avait sérieusement songé à vous captiver, j'aurais peut-être retenu ma langue pour vous laisser tomber dans son piège. Miss Linton regardait sa belle-sœur avec indignation. Quelle honte, répéta-t-elle d'un ton irrité. Vous êtes pire que 20 ennemis, venimeuses amies. Ah, vous ne voulez pas me croire alors. Vous pensez que mes paroles sont dictées par un perfide égoïsme. J'en suis certaine, et vous me faites horreur. Bon, essayez vous-même si le cœur vous en dit. J'ai fini, et je ne soutiendrai pas la discussion avec votre insolence effrontée. Et il faut que je souffre à cause de son égoïsme, dit en sanglotant la jeune fille pendant que Mrs. Linton quittait la pièce. Tout est contre moi. Elle a empoisonné mon unique consolation. Mais ce qu'elle a dit est faux, n'est-ce pas? Monsieur Heathcliff n'est pas un démon, et il a une âme honnête et droite. Autrement, comment se serait-il souvenu d'elle? Bannissez-le de vos pensées, Miss, dis-je. C'est un oiseau de mauvais augure. Ce n'est pas un parti pour vous. Mrs. Linton a parlé avec sévérité, cependant je ne puis pas la contredire. Elle connaît son cœur mieux que moi-même ou que personne, et elle ne le représenterait jamais comme plus mauvais qu'il n'est. Les honnêtes gens ne cachent pas leur action. Comment a-t-il vécu? Comment est-il devenu riche? Pourquoi séjourne-t-il à Hurlevent chez un homme qu'il déteste? On dit que M. Earnshaw est pire que jamais depuis son arrivée. Ils passent continuellement la nuit ensemble. Hindley a emprunté de l'argent sur sa terre et ne fait que jouer et boire. Il n'y a
Mrs. Linton. Je ne veux pas être encore traité de chien devant sa mangeoire. Vous resterez. Et maintenant, Heathcliff, pourquoi ne témoignez-vous pas de sa satisfaction à mes plaisantes nouvelles? Isabelle jure que l'amour qu'Edgar a pour moi n'est rien en comparaison de celui qu'elle nourrit pour vous. Je suis sûre qu'elle a dit quelque chose comme cela, n'est-ce pas, Hélène? Elle a jeûné depuis notre promenade d'avant-hier, par chagrin et dépit que je l'ai écartée de votre société que je jugeais peu agréable pour elle. Je crois que vous lui prêtez des pensées qu'elle n'a pas, dit Heathcliff en tournant sa chaise pour leur faire face. Elle désire être débarrassée de ma société en ce moment, en tout cas. Il regarda fixement l'objet de la conversation, comme on regarderait un animal étrange et repoussant, une scolopendre des Indes, par exemple, que la curiosité vous pousse à examiner en dépit de l'aversion qu'elle inspire. La pauvre enfant ne put en tirer cet examen. Elle pâlit et rougit tour à tour, et tandis que les larmes perlaient sur ses cils, elle appliqua la force de ses doigts frêles à s'affranchir de la ferme étreinte de Catherine. Mais voyant qu'aussitôt qu'elle parvenait à soulever l'un de ses doigts posés sur son bras, un autre s'abaissait, et qu'elle ne pouvait se débarrasser de tous à la fois, elle se mit à employer ses ongles, dont les pointes ornementèrent bientôt des croissants rouges dans la main de sa geôlière. « Quelle tigresse !» s'écria Mrs. Linton en la relâchant et secouant sa main endolorie. « Allez-vous-en, pour l'amour de Dieu, et cachez votre figure de mégère. Quelle folie de révéler ces grises devant lui. Ne pouvez-vous deviner les conclusions qu'il en tirera? Regardez, Heathcliff, voilà des instruments d'exécution. Prenez garde à vos yeux. » « Je les arracherai de ses doigts si jamais il me menaçait, répondit-il brutalement quand la porte fut refermée sur elle. Mais quelle était votre intention en agaçant ainsi cette créature, Cathy? Vous ne disiez pas la vérité, n'est-ce pas? Je vous assure que si, voilà plusieurs semaines qu'elle se meurt d'amour pour vous. Ce matin encore, elle extravaguait à votre sujet et m'accablait d'un déluge d'injures parce que je lui représentais vos défauts en pleine lumière afin de refroidir son adoration. Mais n'y faites plus attention, je voulais punir son insolence, voilà tout. Je l'aime trop, mon cher Heathcliff, pour vous laisser la saisir entièrement et la dévorer. Et je l'aime trop peu pour le tenter, ou ce serait à la manière d'une goule. Vous entendriez parler de choses étranges si je vivais seule avec cette insipide figure de cire. Les plus communes seraient que j'ai peint sur son blanc visage les couleurs de l'arc-en-ciel et que tous les jours ou tous les 2 jours j'ai fait passer ses yeux du bleu au noir. Ils ressemblent d'une manière détestable à ceux de Linton. D'une manière délicieuse, observa Catherine. Ce sont des yeux de colombe, d'ange. Elle est l'héritière de son frère, n'est-ce pas? Demanda-t-il après un court silence. Je regretterais de le croire. Demi-douzaine de neveux la dépouilleront de ce titre. Plaise au ciel. Détournez-vous votre esprit de ce sujet pour le moment. Vous êtes trop enclin à convoiter les biens de votre prochain. Souvenez-vous que les biens de ce prochain-là sont les miens. S'ils étaient les miens, ils n'en seraient pas moins les vôtres. Mais bien qu'Isabelle Linton puisse être sotte, elle n'est cependant pas folle. En résumé, nous écarterons ce sujet, comme vous le conseillez. Ils l'écartèrent en effet de leurs propos et Catherine probablement de ses pensées. L'esprit de l'autre, j'en suis certaine, y revint souvent dans le cours de la soirée. Je le vis se sourire à lui-même, grimacer plutôt, et tomber dans une rêverie de mauvais augure chaque fois que Mrs. Linton eut l'occasion de s'absenter de la pièce. Je résolu de surveiller ses mouvements. Mon cœur s'attachait invariablement au parti de mon maître, de préférence à celui de Catherine. Avec raison, pensai-je, car il était bon, loyal, honorable. Et elle, on ne pouvait pas dire qu'elle fût l'opposé, mais pourtant elle semblait se permettre d'une telle licence que j'avais peu de foi dans ses principes, et encore moins de sympathie pour ses sentiments. Je souhaitais qu'il arrivât quelque chose qui aurait eu pour effet de débarrasser Léo et la grange de M. Heathcliff sans éclat, nous laissant comme nous étions avant son arrivée. Ces visites étaient un perpétuel cauchemar pour moi, et je le soupçonnais pour mon maître aussi. Son séjour à Hurlevent me causait une oppression inexplicable. Je sentais que Dieu avait abandonné à ses vagabondages pervers la brebis égarée et qu'une bête malfaisante rôdait entre elle et le bercail, attendant le moment de bondir et de détruire. Mais qu'est-ce qui s'est passé plein de trucs dans ce chapitre? Déjà, il était méga long. Mais surtout,